Français âgés de plus de 12 ans qui ont reçu au moins une dose de vaccin, c'est-à-dire 90% de la population éligible, ce qui est un bon résultat, qui a certainement sauvé un très grand nombre de vies, évité un très grand nombre d'hospitalisations, même si, comme chacun le sait, l'épidémie n'est pas enrayée parce que, entre-temps, le virus a évolué, il a muté, comme c'est classique avec les virus respiratoires. Il est devenu beaucoup plus contagieux qu'il n'était il y a un an. Donc, malgré ce niveau très élevé de vaccination, il y a encore, donc, globalement en France, 6 millions de personnes non vaccinées qui sont contaminées et ce sont elles qui, principalement, occupent les lits d'hospitalisation en France métropolitaine actuellement, dans la vague actuelle, la cinquième vague que nous vivons, et dans un contexte où le climat devient plus favorable au virus parce qu'il fait plus froid et plus humide, donc les gens vivent plus à l'intérieur et donc se contaminent plus. Et par ailleurs, avec le temps, il y a une certaine usure de l'utilisation des gestes barrières. Mais ce sont les limites de la vaccination, mais il faut surtout penser à où en serions-nous s'il n'y avait pas eu de vaccin. Je ne vais pas faire une évaluation absolument précise, mais très certainement au-delà des 119 000 morts connus du Covid en France à ce jour. Je pense que le chiffre serait bien plus élevé. On peut se référer aux pays où la vaccination est très peu développée et qui malheureusement n'ont pas les moyens de se vacciner ou des moyens insuffisants. Par exemple, juste à titre d'exemple, en Inde, il y a une publication récente qui montre que dans la ville de Delhi, donc la capitale, ils ont eu une poussée très très forte du variant Delta au printemps dernier, dans un contexte où les gens n'étaient vaccinés qu'à hauteur de 5%, donc pratiquement personne. Et les hôpitaux ont été débordés, c'est une catastrophe sanitaire, un nombre de morts gigantesque, et tout le monde s'est immunisé. Donc on a eu une situation, entre guillemets, c'est dramatique, mais expérimentale, d'immunisation naturelle. 90% des personnes ont développé des anticorps, mais au prix d'un système de santé débordé et de morts qu'on ne peut même plus compter parce qu'ils n'ont pas été en situation de compter. Une catastrophe sanitaire, comme heureusement nous n'en avons pas connu. Vous n'en avez pas connu, même si en Guyane, il y a eu des moments très difficiles. Donc le vaccin n'est pas la seule arme pour lutter contre le virus. Il faut y associer le respect des gestes barrières. C'est la combinaison des deux qui offre aujourd'hui la meilleure solution, qui limite la poussée de contamination virale, limite les formes graves, donc les hospitalisations et donc les décès. Donc ces vaccins ne sont pas parfaits. Les choses parfaites, c'est rare, hein, mais sont extrêmement efficaces. Les vaccins dont nous disposons aujourd'hui, en premier lieu les vaccins ARN, protègent contre les formes graves de la maladie à plus de 90% en primo-vaccination. Et pour les personnes qui ont eu maintenant un rappel, c'est-à-dire 5 mois après la fin de la primo-vaccination, le taux de protection est encore de 90%. Donc ça devient un niveau extraordinairement élevé. Mais rien n'est parfait à 100%. Donc on entend l'argument de temps en temps, mais ça ne sert à rien de se vacciner, puisque de toute façon, il y a des gens vaccinés qui sont à l'hôpital. C'est vrai, mais ils sont en tout petit nombre. Et les cas d'infection post-vaccinale sont dans l'immense majorité des cas très modérés. Et je répète que si on regarde ce qui se passe dans les hôpitaux partout, chez vous, en métropole et ailleurs dans le monde, l'immense majorité des personnes hospitalisées, et a fortiori celles qui sont en réanimation, et celles qui décèdent, sont des personnes qui ne sont pas vaccinées. Donc la vaccination offre une solution qui sauve la vie de grand nombre de gens, en particulier évidemment les personnes les plus fragiles, donc les personnes âgées, les personnes malades, diabète, obésité, hypertension, cancer, maladies rénales, etc. Mais aussi de temps en temps de personnes jeunes, parce que malheureusement personne ne peut se considérer comme étant à l'abri du Covid. On sait qu'il y a des jeunes sans facteur de risque, sans comorbidité, qui se sont retrouvés extrêmement gravement malades et qui sont décédés, y compris quelques enfants par ailleurs. Donc ça vaut la peine pour tout le monde de se protéger, en sachant par ailleurs que contrairement malheureusement à ce qu'on peut entendre parfois, ces vaccins sont très bien tolérés. Les effets indésirables, il en existe comme pour tout vaccin et tout médicament, mais ils sont extrêmement rares. Les plus fréquents sont dans l'ordre de 1 pour 30 000 ou 40 000 vaccinations, et ce sont des cas très temporaires et bénins d'inflammation cardiaque. Et en dehors de ça, il n'y a pratiquement pas d'effets indésirables décrits de façon absolument exceptionnelle, ce qu'on appelle les chocs anaphylactiques, mais c'est moins d'1 fois sur 100 000. Donc autrement dit, si on fait un résumé global, l'analyse entre les bénéfices et les risques
ne fait pas discussion. Les avantages sont tellement considérables en termes, encore une fois, de vie sauvée, d'hospitalisation épargnée, que vraiment il n'y a pas d'hésitation à avoir. C'est pourquoi tous les pays riches qui ont des vaccins vaccinent, et vaccinent beaucoup. L'Europe occidentale est, avec des nuances, mais très bien vaccinée, que ce soit la Grande-Bretagne, l'Espagne, l'Italie, le Portugal, l'Allemagne un tout petit peu moins bien, mais quand même est assez bien vaccinée, la Belgique, le Pays-Bas, l'Europe du Nord, et puis en Amérique du Nord, le Canada, les États-Unis un peu moins bien parce qu'il y a là-bas quelques réticences qui s'expriment malheureusement dans certaines régions des États-Unis. Mais globalement, les pays qui ont les moyens d'acheter des vaccins, et nous avons la chance d'en faire partie, vaccinent et leur population, la grande majorité de leur population est vaccinée et protégée. Et à l'inverse, et c'est profondément injuste, et ça mérite d'ailleurs notre attention et une action autant que faire se peut, les pays pauvres, en premier lieu l'Afrique, mais pas uniquement, des pays comme le Pakistan, l'Indonésie, dans une certaine mesure l'Inde dont j'ai parlé, on peut vacciner ou vacciner avec des vaccins moins efficaces et donc sont moins bien protégés. Donc, je vais dire les choses de façon un peu brutale, mais refuser la vaccination, c'est un privilège de riches. Même si ce sont parfois des gens pauvres dans des pays riches qui se mettent dans cette situation. Mais il faut garder ça en tête. Beaucoup de pays, il y a eu par exemple en Tunisie, au Brésil, qui est un pays intermédiaire sur le plan du niveau de vie, il y a eu des manifestations pour réclamer des vaccins. Réclamer des vaccins. Les gens n'ont pas les vaccins et cherchent à avoir les vaccins. Donc voilà le contexte. Je vais m'arrêter là et je pense qu'ensuite le mieux c'est de répondre à vos questions. Mais le contexte, c'est que le vaccin c'est une chance extraordinaire qu'ils aient pu être développés au cours de l'année passée. Et certes, tant mieux, ils ont été développés très vite, mais ils ont été développés très bien, en toute rigueur, avec un investissement colossal d'un très grand nombre de scientifiques de par le monde, une évaluation extrêmement rigoureuse par les agences réglementaires. En Europe, c'est l'Agence européenne du médicament et d'autres dans le monde, avec des résultats qui vont dans le même sens. Donc, se priver de cette arme qui peut nous mettre à l'abri complètement un jour, en tous les cas partiellement pour l'instant, de cette pandémie, de ce virus qui tue, qui rend malade et qui affecte de ce fait la vie de tous, est quelque chose, de mon point de vue, absolument indispensable. Voilà, après cette introduction, donc maintenant je suis prêt à répondre à toutes les questions que vous vous posez, même les plus entre guillemets désagréables, pas de problème. Merci beaucoup pour ce diaporama. Donc, en effet, l'idée, c'est que vous puissiez toutes et tous poser vos questions, professeur Fischer. Donc, je ne sais pas si il faut lever la main ou prendre la parole ou bien encore écrire dans le chat. Mais en tout cas, faites-vous connaître et puis je vous donnerai la parole si vous voulez, si vous souhaitez poser une ou plusieurs questions, professeur Fischer, qui est avec nous ce soir pour discuter de l'intérêt de la vaccination Covid pour les professionnels en Guyane. Et au-delà, hein, je dirais. Bien sûr, les professionnels de santé, mais par ricochet, au-delà. Je pense que et puis pour la population, les professionnels de santé qui se vaccinent, ils sont en situation d'être plus convaincants pour la population, par définition. Alors, n'ayez pas peur hein, de vous manifester. Peut-être en attendant que les mains se lèvent, on peut se faire un petit peu l'écho des questions qui se posent ou qu'on entend. Donc, déjà, la première peur de certains professionnels ou d'une partie de la population qui hésite encore à se faire vacciner, c'est la peur des faits indésirables graves parce que il est dit ou on entend sur différentes sources d'informations que le vaccin peut avoir des effets indésirables graves, voire parfois de tuer, hein, parce que voilà, c'est des messages qui circulent quand même de manière fréquente en Guyane, que des personnes seraient décédées suite à la vaccination et que ce serait quelque chose sur lequel on ne serait pas très transparent.
Donc, je ne sais pas si vous voulez apporter déjà une réponse là-dessus. Je pense que c'est important d'essayer de répondre. Alors, ces affirmations sont non fondées, enfin, bref, sont fausses. Il n'est pas possible de cacher, s'il y avait de façon significative des décès provoqués par la vaccination. Si tant est que quelqu'un avait l'idée de les cacher, ce serait déjà une drôle d'idée, mais enfin, imaginons que ce soit le cas. Comment voulez-vous imaginer de les cacher en France, en Europe, au Japon, aux États-Unis, en Amérique du Sud, enfin bref, dans le monde entier? C'est juste pas possible. Il faut savoir qu'il y a aujourd'hui exactement la moitié de la population mondiale qui a reçu un vaccin, au minimum. 4 milliards de personnes. Et donc, parmi ces 4 milliards, il y en a à peu près 1,5 milliard qui ont reçu des vaccins ARN. Donc, comment imaginer une seconde que si ces vaccins provoquaient des décès, on ne le sache pas? C'est inimaginable. Même s'il y avait des intentions cachées, qui, je vous le promets, n'existent pas, de vouloir dissimuler, c'est juste impossible. Alors, il y a un élément qui peut perturber, si on ne fait pas attention, c'est la confusion qui peut arriver entre la coïncidence et la causalité, corrélation et causalité. Je m'explique. En France, il y a à peu près 500 000 morts par an, toutes causes confondues, un cancer, infarctus du myocarde, etc., accidents vasculaires cérébraux et autres. Ça veut dire, si on divise par 365 jours, il y a 1500 personnes qui meurent chaque jour en France. Et si vous vaccinez, comme c'est le cas d'ailleurs actuellement avec les rappels, mettons 500 000 personnes par jour, statistiquement, forcément, pour faire le calcul, il y a quelques personnes qui vont mourir dans la journée qui a suivi le vaccin. Et même si on met 10 jours, il va y en avoir encore plus. Mais juste par coïncidence, parce qu'il se trouve tous les jours, il y a des gens qui meurent. Donc la seule façon de déterminer si, il faut le rechercher, il faut être très attentif évidemment, si éventuellement un vaccin provoquait des décès ou des complications graves, c'est soit d'observer des phénomènes inhabituels, par exemple les chocs anaphylactiques ont été repérés 1 fois sur 100 000, soit parce qu'on observe, on observerait dans les jours qui suivent la vaccination, dans les données épidémiologiques, un excès de décès. Et je répète que ceci n'a été observé ni en France, ni en Europe, ni en Asie, Japon, ni en Australie, ni aux États-Unis, ni nulle part. Alors, à moins d'imaginer un complot mondial, enfin, donc il y a un complotisme absolu qui ne fait pas sens, donc cette notion du fait que le vaccin tue est juste une fausse nouvelle qu'il faut oublier, qui circule malheureusement sur les réseaux sociaux, mais qui n'est fondée sur aucun fait scientifique. Très bien, merci. Et avant de donner la parole à la main qui s'est levée, si je peux me permettre d'ajouter quelque chose, c'est que c'est évidemment aussi quelque chose qu'on a regardé avec sérieux en Guyane et qu'à ce jour, on n'a pas non plus observé de décès suite à la vaccination. Il y a eu en effet quelques rares personnes qui sont décédées malgré la vaccination, dont certaines d'ailleurs sont... Enfin, 3 personnes au moins sont décédées du Covid, mais parce qu'elles étaient immunodéprimées et que donc elles n'avaient pas les ressources immunitaires pour répondre à la vaccination, ou encore parce qu'elles sont mortes d'une autre cause de manière coïncidente, mais on n'a pas observé de personnes qui auraient été vaccinées, qui auraient fait un effet indésirable grave, qui auraient entraîné le décès directement lié au vaccin non plus en Guyane, contrairement à ce qu'on peut lire parfois. Donc, du coup, j'avais une main levée de oui. Morinet. Tout à fait, je suis désolée, ma caméra, il n'y a aucune caméra qui n'est détectée. Vous m'entendez bien néanmoins? Oui, oui, on entend. Oui. Donc, bonjour monsieur, moi je suis Maureen Sarah, je suis interne de santé publique et en fait, j'ai pas osé poser la question de suite parce que c'était plus, j'avais une question notamment à la fois sur les doses de vaccins et puis en termes de messages vis-à-vis de la population et puis une autre question concernant pareil, comment sensibiliser la population à la vaccination. Donc, comme je ne savais pas si c'était dans le cadre du propos, voilà, c'est pour ça, je peux les poser tout de suite.
Qu'est-ce que vous entendez par les doses de vaccins? Alors oui, en fait, c'est en termes d'objectifs. C'est-à-dire qu'en termes d'objectifs de santé publique, si l'objectif, par exemple, de la 3e dose, c'est bien sûr d'augmenter la protection immunitaire, mais finalement, on reste assez protégé contre les formes graves. Donc, en fait, c'est l'objectif. Voilà, quel est l'objectif en termes de santé publique, déjà. Ok. Je préfère parler de rappel de 3e dose. Hein. Le rappel, c'est un sens en vaccinologie. Et le Covid n'échappe pas la vaccination contre le Covid n'échappe pas à ce qui se passe pour les autres vaccins. On fait des rappels, alors avec des intervalles de temps variables en fonction des maladies infectieuses, de leurs caractéristiques. Mais pour la grippe, on fait des rappels tous les ans, par exemple. Alors, l'objectif du rappel, il est double. Il est de prévenir les formes graves en vaccinant les personnes les plus vulnérables. Je vais y revenir dans un instant. Et autant que faire se peut, limiter la circulation du virus. Sachant que limiter la circulation du virus, in fine, c'est aussi protéger contre des formes graves, bien sûr. Les deux sont liés. Alors, il faut savoir, je le dis tout à l'heure, le vaccin protège à 90% à peu près contre les formes graves. 90, c'est pas 100%. Donc malheureusement, il y a 10% d'échecs. C'est déjà très bien 90, mais si on pouvait avoir 100, ça serait quand même mieux. Par ailleurs, pour les personnes les plus âgées, le 90 baisse, il y a 2, 3, 4 points de moins. Donc il y a un léger effritement de la protection. Donc l'objectif du rappel, c'est d'augmenter considérablement la protection donc, des personnes âgées comme des personnes moins âgées. Parce que on a les études. Allô, oui. Les études montrent que ces rappels sont extrêmement efficaces. À eux seuls, ils ajoutent encore plus de 90% de protection, avec des titres d'anticorps neutralisants extrêmement élevés. Et donc, ça permet de placer les gens dans une situation de protection très, très, très élevée. Donc, l'objectif, c'est de réduire, face à un virus extraordinairement contagieux qui est le virus Delta, c'est de réduire, donc, in fine, les hospitalisations, les décès, la charge sur les hôpitaux et aussi en l'obtenant indirectement en réduisant la circulation du virus en proposant à toute la population 5 mois après la primo-vaccination. Et de fait, ça marche. C'est juste encore un petit point. En Israël, ils ont été les premiers à le faire l'été dernier parce qu'ils ont eu une nouvelle vague du virus, Delta, comme chez nous. Donc, c'est eux qui, les premiers, ont décidé, dans ce contexte, de faire un rappel à la population. Ils ont complètement contrôlé la circulation du virus. Et aujourd'hui, si vous regardez les chiffres, en Israël, il y a pratiquement 0 infection, presque personne à l'hôpital. Donc, c'est ça l'objectif. Et c'est ça l'objectif du rappel. Et il n'y a rien de choquant à faire des rappels. Je le répète, se font pour tous les vaccins qu'on administre aux enfants. On fait des rappels plus tard à 6 ans, par exemple. J'ai indiqué tout à l'heure, pour la grippe, on fait des rappels chaque année. C'est le même principe fondamentalement et on en attend un résultat extrêmement bénéfique comme celui observé en Israël. Oui, je vous remercie. C'est vrai que j'allais dire tacitement, mais c'est moi qui n'ai pas assez précisé ma question, c'est que c'était hors population vulnérable où je sais que le système immunitaire diminue. Donc c'était plutôt hors ces populations, l'intérêt d'une dose de rappel. Mais, hors population générale, bon, d'une part, à côté du maintien, mais pas, encore une fois, pas à 100%, la protection contre les formes graves. Il y a une diminution de la protection contre l'infection. À 6 mois, elle n'est plus que 40% pour les infections asymptomatiques ou bénignes. Et donc, faire un rappel aux gens qui ne sont pas particulièrement à risque est utile parce que, je répète, ces gens, même s'ils sont moins à risque, ils ne sont pas à risque zéro. Il y a quand même plus de 5000 personnes âgées de moins de 50 ans qui sont mortes du Covid en France. Ça fait plus que les accidents de voiture. Pas l'oublier, c'est pas négligeable. Et que par ailleurs, donc ça c'est la protection individuelle, et qu'en se vaccinant, il protège les plus vulnérables. Donc ça c'est la protection collective. C'est une notion de solidarité qui me paraît absolument légitime. C'est en se protégeant soi-même, on protège ses parents, ses grands-parents, les personnes malades avec lesquelles on habite. Donc l'objectif est double et à mon avis parfaitement justifié. Non, tout à fait, c'était l'objectif. Voilà, je trouve que de limiter la circulation, c'est un des objectifs qui, du coup, n'est peut-être pas assez entendu ou peut-être pas assez véhiculé.
les deux. C'est bien sûr les deux, mais forme grave, parfois, malheureusement, on ne se sent pas forcément concerné. Voilà. Et j'avais juste une petite question au niveau population. Je prends un exemple à Cayenne, voilà, d'un résident qui voilà, ne souhaite pas, on va dire, se faire vacciner, tout simplement parce que voilà, il a d'autres remèdes. Et je ne sais pas si refuser la vaccination est un privilège de riches. Je pense d'une part oui, mais je ne pense pas que. Et voilà, c'est quand il y a... Oui. Je vais attendre qu'il... Oui, c'est ça. Oui. Ok, excusez-moi. Je vous en prie. C'est juste voilà, quoi répondre à un potentiel patient qui vient vous voir. Malheureusement, parce que il y a un choc de qu'est-ce culture. Que nous dit la science? Il faut se fonder sur les faits scientifiques. Qu'est-ce qui est efficace? Face à un patient, je parle, face à un patient. Oui, mais un patient, on peut parler de façon rationnelle et science. Évidemment, il faut s'adapter au niveau de connaissance de la personne. Mais je pense que la meilleure réponse, c'est la transparence, la clarté et les réalités. Et la réalité scientifique, c'est qu'est-ce qui est efficace sur le virus aujourd'hui? C'est les gestes barrières, c'est la vaccination. Et par ailleurs, il y a un tout petit début de développement de médicaments, mais c'est encore au tout début. Et les recettes traditionnelles, qu'elles viennent de n'importe où, ne marchent pas, malheureusement. Non, bien sûr. Voilà, c'est le genre de... Et on peut le dire, il n'y a pas de honte à le dire. Il faut dire que rien n'a été caché. Tout a été... par exemple, il y a eu des espoirs, chacun en a entendu parler, de la chloroquine, l'ivermectine, antiparasitaire, des vitamines. Tous ces trucs-là ont été testés. C'est pas juste qu'on dit ça marche pas. Ça a été testé et même trop testé parce que finalement il y a eu un nombre d'essais excessif dans le monde. Mais peu importe, la conclusion de ces essais indique de façon formelle, et c'est ça qu'il n'y a aucune raison de ne pas le dire aux gens. C'est pas imposer quoi que ce soit, c'est que la réalité des connaissances scientifiques, c'est qu'est-ce qui fonctionne, c'est les gestes barrières et la vaccination. Voilà. Et que les deux ensemble tiennent mieux. Me permettre de contribuer à la discussion là, qui est en effet, je pense, un point important pour la Guyane sur cette question d'usage de remèdes traditionnels ou en tout cas de phytothérapie. En fait, au-delà de ce qui est démontré pour le Covid, en prévention ou en curatif, il y a des pratiques qui sont communes et fréquentes en Guyane qui sont d'utiliser justement les plantes de la pharmacopée traditionnelle pour se préserver et maintenir un état de santé bon. Et donc, c'est quelque chose qui est très présent dans les pratiques de différentes populations de Guyane, y compris chez les soignants qui sont originaires de ces communautés. Et donc, je pense que aussi une manière d'aborder le sujet constructif, c'est aussi de respecter ces pratiques sans forcément leur donner une vérité scientifique, vu que c'est vrai qu'on a des réponses sur certains médicaments comme hydroxychloroquine, ivermectine, on n'en a pas forcément sur ce dont il est question en Guyane en termes d'usage, comme le Quashi, le Virapic, etc., parce que les études n'ont pas été menées. Et en plus, les gens sont un petit peu confus parce qu'il y a parfois des personnes qui affirment justement qu'il y a des preuves que certaines de ces plantes ont une efficacité sur le Covid. Ça a été le cas d'un pharmacien guadeloupéen qui s'occupe de la commercialisation de ce complément alimentaire, là, le Virapic, qui affirme avoir mené des travaux expérimentaux qui démontrent une efficacité sur le Covid, travaux qui ne sont pas publiés. Enfin, peu importe, mais tout ça pour dire que je pense qu'il faut... Il y a une place aussi pour respecter les pratiques traditionnelles, mais sans les opposer au vaccin. Et je pense que le fond du problème, c'est qu'on met en concurrence ces deux approches et qu'en fait, on peut tout aussi bien avancer de côté, c'est-à-dire que les personnes continuent à avoir leur pratique préventive si elles le souhaitent, mais ce qui n'est pas à opposer à la démarche de respect des gestes barrières et de la vaccination et de son rappel. Donc, bon, peut-être que c'est un point de vue personnel. Je suis complètement d'accord avec vous, et c'est sûrement une façon d'avancer.
condition que ces produits ne soient pas toxiques. Il faut quand même faire attention, parce que de temps en temps, il y a aussi des produits qui s'avèrent toxiques in fine. L'ivermectine, par exemple, administré parfois à des doses trop élevées, a entraîné, il y a des publications récentes, des complications neurologiques, hépatiques, etc., etc. Mais sinon, respecter des traditions de personnes qui ne sont pas dangereuses, oui, évidemment, mais à condition de pas qu'il n'y ait pas de confusion. D'ailleurs, j'en profite aussi pour dire qu'il y a des travaux qui sont en cours là, par l'équipe du LEISA, là, qui est un laboratoire de recherche en ethnobotanique en Guyane, qui justement s'intéresse à ça et qui apporte un éclairage sur les pratiques et qui montre que justement, c'est des pratiques qui sont extrêmement communes et qu'en effet, avoir ce débat sans se poser ces questions-là, c'est probablement être un petit peu à côté du sujet. Donc, c'est bien d'avoir posé cette question. Et voilà, je pense qu'on peut trouver une voie qui accorde la biomédecine et les traditions qui sont celles des Guyanais, sans forcément être dans l'opposition et dans un recul du point de vue de la santé publique. Du coup, j'avais une question sur... Oui, le chat, là, il y a monsieur ou madame Carlier, je ne sais pas, il y a plusieurs questions, peut-être on peut essayer de répondre. Carlier nous pose la question, bonjour, qu'en est-il de la phase d'essai des vaccins qui se termine l'an prochain? Donc, je pense qu'il est question de cette question d'avoir une phase 3 qui est terminée pour avoir une autorisation mise sur le marché définitive. Peut-être vous pouvez vous éclairer là-dessus. Absolument. Et je pense que là, il y a les antivax essayent d'utiliser cet argument pour dévaloriser les vaccins, mais ceci est erroné, parce que l'essai de phase 3, proprement dit, les essais de phase 3 sont terminés. Simplement, il a été prévu, et ce qui est très bien, c'est qu'il y a un suivi de ces personnes au-delà de la phase de la première année, disons, qui suivit la vaccination. Le vaccin Pfizer a une autorisation définitive de mise sur le marché aujourd'hui. C'est simplement une surveillance post-mise sur le marché qui est en place, et c'est très bien qu'il en soit ainsi, mais ce n'est absolument pas un argument pour dévaloriser les vaccins qui ont fait leurs preuves. Je le rappelle maintenant, chez plus de, si on prend les vaccins ARN, entre 1 et 2 milliards, je dis bien 1 à 2 milliards de personnes dans le monde, ce qu'on n'a jamais vu pour aucune thérapeutique, aucun vaccin de par le passé. Il n'y a aucun produit pour lequel on ait recueilli autant d'expériences, de connaissances sur l'efficacité, sur la tolérance. Donc cet argument, il est juste, excusez-moi de le dire, faux. Et la même personne a une question aussi, pourquoi le vaccin n'empêche-t-il pas les infections et de transmettre le virus? C'est une question importante. Alors, on ne peut pas dire qu'il n'empêche pas, il est moins efficace, c'est pas dire la même chose, sur le fait d'être infecté par rapport à avoir une maladie grave, et idem pour la transmission du virus. Mais dans les semaines qui suivent la vaccination, le niveau de protection contre l'infection, il est aussi très très bon, il est de 90%. Et il décline en fait avec le titre d'anticorps. Parce que la vaccination, elle est très très bien, mais elle n'est pas parfaite. Et la protection locale au niveau de la gorge et du nez, là où le virus se propage initialement, dépend beaucoup du titre d'anticorps. Et en dessous d'un certain titre d'anticorps, probablement, le contrôle est un peu moins bon. Donc il peut y avoir la présence d'un certain nombre de particules virales. On peut avoir une infection moins grave, ou pas grave du tout, on ne sent rien du tout, et on peut éventuellement transmettre le virus. Donc c'est cette immunité, entre guillemets, locale, un peu insuffisante, qui rend compte du caractère partiel, et non pas de l'absence, attention, du caractère partiel de la protection contre l'infection et contre la transmission. Mais je le répète, et c'est quand même le plus important, c'est que la protection contre les formes graves de la maladie, qui dépendent pour beaucoup de la protection des poumons et du reste du corps, elle reste excellente, de l'ordre de 90%. Donc, il faut bien prendre les choses dans les nuances de la réalité. C'est une excellente protection, même si elle n'est pas parfaite contre les formes graves, et une protection qui est moins bonne, mais qui existe, qui décline avec le temps un peu, d'où l'intérêt aussi du rappel, contre l'infection et la transmission. Alors, je vois que Mme Lican a allumé sa caméra. Est-ce qu'elle souhaitait poser une question? Non. Non, désolé, c'était une erreur de manipulation. D'accord, non, j'avais pris ça pour un signe. Donc, on a une autre question dans le chat. Comment expliquer aux patients le bénéfice-risque de la vaccination pour les adolescents et bientôt les enfants? Oui, c'est une question importante. Donc, les adolescents sont vaccinés depuis cet été en France.
Et de fait, la grande majorité des adolescents en suivent, puisqu'on a presque 4 adolescents sur 5 en France qui ont reçu au moins une dose de vaccin, ce qui est un bon résultat. Alors pourquoi la vaccination a été ouverte aux adolescents? Évidemment, les adolescents font peu de formes graves de la maladie, mais ce n'est pas zéro. Il y a quelques formes graves de la maladie, il y a une forme inflammatoire particulière, il y a quand même, il y avait d'ailleurs, parce qu'il y a presque plus, justement grâce à la vaccination, des adolescents hospitalisés. Donc, même si c'est un petit nombre de cas de formes graves, les prévenir, c'est une bonne chose, pourvu qu'à partir du moment où le vaccin est bien toléré, ce qui est le cas. Donc c'est une première raison de vacciner les adolescents. Il y en a 2 autres. La deuxième, ce qui a été observé de façon assez dure, et je pense que ça a été la même chose en Guyane, c'est que pendant les phases de confinement, la perturbation grave de l'activité scolaire, mais aussi des activités sociales des adolescents, les adolescents ont payé cher ces contraintes, mais qui étaient obligatoires pour limiter la pandémie. Ils ont payé cher en décrochage scolaire pour certains, en troubles psychologiques et psychiatriques pour d'autres. Par exemple, je vous donne un exemple, je ne sais pas les chiffres à Cayenne, mais à Paris, pendant le mois, en 2020, il y a eu 40% de plus de tentatives de suicide d'adolescents dans ce contexte. Et à côté des tentatives de suicide, il y a aussi toutes sortes de troubles de comportement, enfin bref, des conséquences psychiatriques sévères, évidemment indirectes, mais inéluctables, de la pandémie. Et donc à chaque fois qu'on est amené à perturber la vie scolaire, les fermetures de classes, etc., on prend des risques. Donc ça, c'est un deuxième argument, puisqu'en vaccinant, on évite ce problème. Troisième argument, c'est que on revient sur la notion de solidarité et d'immunité collective dont on a déjà parlé, c'est que les adolescents, comme les autres, mais peut-être un peu plus que les autres de fait de leur vie sociale, sont susceptibles de propager le virus, d'infecter des personnes plus fragiles, leurs grands-parents ou des parents malades, par exemple. Et donc, ce troisième argument compte aussi. Donc, c'est fondé sur ces 3 arguments et une bonne tolérance des vaccins que la vaccination des adolescents a été ouverte en France, en Europe, aux États-Unis, enfin dans tous les pays riches à nouveau, et encore une fois avec succès, puisque même si on pourrait espérer encore mieux, mais 80% des adolescents français sont vaccinés, et de fait, à l'échelle du pays globalement, on a observé une diminution très sensible du nombre d'hospitalisations d'adolescents, même s'il n'y en avait pas beaucoup, et on a observé aussi qu'il n'y a plus de perturbation des collèges et des lycées par le Covid, alors qu'au niveau des enfants plus jeunes, actuellement, en métropole, où il y a la 5e vague est assez forte, il y a beaucoup d'enfants qui sont infectés et beaucoup de classes fermées, et ce qui permet de prolonger la question, est-ce qu'on va vacciner les enfants plus jeunes? Il est possible que cela se fasse pour les mêmes arguments, mais par contre là, il nous manque encore une information qu'on avait pour les adolescents, mais qu'on n'a pas encore pour les enfants, c'est d'être tout à fait solide sur la sécurité du vaccin, sur l'absence de prise de risque. Dès que ces informations seront disponibles, et elles le seront parce que aux États-Unis, où les enfants sont plus malades, ils ont commencé depuis 1 mois à vacciner les enfants. Donc si les données de sécurité aux États-Unis sont bonnes, on peut l'espérer, mais attendons de voir les résultats. Pour les mêmes raisons que celles que j'ai évoquées pour les adolescents, on peut envisager de vacciner les enfants. Et donc encore une fois, ça a commencé aux États-Unis, en Israël. L'Espagne vient de décider aujourd'hui de vacciner les enfants de 5 à 11 ans. Et je pense que progressivement, l'Europe s'y mettra si les conditions de sécurité sont réunies. Merci. Donc, on a une main levée, là, monsieur, madame Bédayan. Est-ce que vous souhaitez prendre la parole? Alors, en attendant, on a aussi dans le chat une question. Donc, oui, monsieur, madame Bédayan, vous êtes avec nous? On ne vous entend pas. Donc, on a une question de Madame Hardy là, dans le chat sur la conséquence des retards des doses de rappel. Et elle trouve qu'il y a un manque de visibilité et de compréhension sur les schémas des vaccins. Et elle demande est-ce que ça ne pourrait pas être plus clair Écoutez, les schémas de la communication, quoi. Alors, ce qui est sûr, c'est que les schémas évoluent avec le temps en fonction des connaissances. Donc, ça, malheureusement, ça complique un peu les choses, je le reconnais, mais il est difficile de ne pas tenir compte de l'acquisition des connaissances. Conséquence de retard de la dose de rappel, c'est que pendant la période où on n'a pas reçu son rappel, on s'expose à une infection. Alors que c'est à partir dans les 7 jours qui suivent le rappel, c'est là qu'on est protégé de façon la plus optimale possible.
Donc c'est dommage de retarder son rappel et de s'exposer pendant le temps qui s'écoule. La règle pour la vaccination, elle est assez simple aujourd'hui, même si c'est passé par plusieurs phases. Pour les vaccins ARN, la primo-vaccination, donc c'est 2 doses espacées, disons de façon optimale, à peu près de 4 semaines, mais ça peut aller, on peut avoir un peu de marge entre 3 et 6 semaines. Pour le rappel, c'est 5 mois après la fin de la primo-vaccination. Donc mettons, si vous avez eu le premier vaccin, n'importe quoi, un 1er mars, la deuxième dose, on va simplifier, un 1er avril, eh bien, le rappel, c'est 5 mois après le 1er avril, donc si je compte bien, ça fait 1er septembre, par exemple. Donc, ce n'est pas un schéma si compliqué que ça, aujourd'hui. Donc, est-ce que Madame Bédaillan a trouvé son micro? Ou pas encore? Alors, peut-être en attendant, on avait fait un petit travail là sur l'hésitation vaccinale des soignants au tout début. Et donc, mis à part ces inquiétudes là auxquelles on a répondu là sur la tolérance des vaccins et leur efficacité réelle et le manque de recul aussi qui inquiétait beaucoup en mars, mais c'est vrai que là on a plus de recul. Il y avait globalement une association très forte entre la défiance vaccinale et un manque de confiance en les autorités du gouvernement et de santé de manière générale, mais aussi dans l'industrie pharmaceutique, donc les industries en charge du développement des vaccins. Donc ça, je ne sais pas s'il y a une réponse à faire là-dessus, mais peut-être un commentaire. Ouais. Moi, j'ai un double commentaire. Je n'ai pas de jugement à porter sur... c'est la liberté de chaque citoyen de juger l'action politique des gouvernants, et on a évidemment le droit d'être critique, et je peux le comprendre. Néanmoins, je pense qu'il ne faut pas faire de confusion et finalement avoir une attitude qui se retourne contre soi sur la raison de s'opposer. Parce que le gouvernement dit c'est bien de se vacciner, et comme on n'a pas confiance dans le gouvernement, on ne se vaccine pas. Alors, on peut ne pas avoir confiance dans le gouvernement, mais il n'y a pas que le gouvernement qui dit qu'il faut se vacciner. C'est d'abord les gouvernements de 150 pays dans le monde, qui ont des couleurs politiques très différentes. Ce sont les autorités de santé mondiales, l'Organisation mondiale de la santé, qui ne dépend pas ni de la France, ni du gouvernement français, ni américain, c'est une organisation mondiale. Ce sont les sociétés savantes des médecins de tous les pays du monde. Il y a un consensus de 99% des médecins en faveur de la vaccination. Donc, ce n'est pas une action politique au sens politique-politicien. Donc, je pense que, je sais que ça peut être difficile, mais il faudrait essayer de dissocier des critiques et une défiance que je peux comprendre éventuellement à l'égard de telle ou telle action politique, en l'occurrence du gouvernement français, et l'acte de vaccination qui dépasse complètement l'action du gouvernement français, qui est juste un acte de vie, de se sauver, de s'épargner face à une infection grave. Et en ce qui concerne l'industrie pharmaceutique, c'est pas complètement faux de se poser des questions sur l'industrie pharmaceutique, parce qu'après tout, l'industrie pharmaceutique cherche à gagner de l'argent. Sauf 2 remarques importantes. Imaginons demain, par esprit théorique, qu'il n'y ait pas d'industrie pharmaceutique. S'il n'y a pas d'industrie pharmaceutique, il n'y a pas de médicaments, il n'y a rien. Il n'y a plus de médecine. Donc, je pense que c'est absurde, évidemment, de considérer cela. Ce serait un retour en arrière d'il y a plus de 200 ans où la mortalité infantile et la mortalité en général étaient étaient infiniment plus fortes qu'aujourd'hui. Et ça, c'est ma première remarque. Et ma seconde remarque, c'est que même si rien n'est parfait, on a des systèmes de contrôle. C'est-à-dire que l'industrie pharmaceutique, elle ne fait pas ce qu'elle veut. Avant qu'un vaccin soit mis sur le marché et puisse être disponible en Guyane, en métropole ou ailleurs, il faut qu'il y ait un feu vert pour ce qui nous concerne de l'Agence européenne du médicament. L'Agence européenne du médicament, elle emploie des centaines d'experts qui étudient les dossiers qui pèsent un gros poids de papier, s'ils étaient en papier, enfin maintenant ils sont électroniques, où il y a un nombre colossal d'informations sur la composition du vaccin, sur qu'est-ce qui fait qu'on l'injecte à des animaux, qu'est-ce qui s'est passé dans les essais cliniques pour démontrer l'efficacité et la tolérance, et sur le suivi de ces vaccins. Et si les conditions ne sont pas réunies pour assurer une bonne sécurité à nos concitoyens et à donc dire que l'analyse bénéfice-risque est bonne, eh bien,
l'autorité ne donne pas l'autorisation. Et il y a plusieurs vaccins qui n'ont pas obtenu l'autorisation. S'il y a eu une autorisation pour les 4 vaccins, enfin, surtout les 2 ARN qui sont les plus efficaces, Pfizer et Moderna, et dans une certaine mesure AstraZeneca et Janssen, c'est parce que ces vaccins avaient, aux yeux des experts qui sont complètement indépendants de l'industrie pharmaceutique, je vous assure, complètement indépendants, et s'il s'avérait que certains d'entre eux trichaient, je peux vous dire qu'ils le paieraient cher. Donc vraiment personne ne se permet ce genre de choses à ce niveau de l'agence de régulation des médicaments. Et donc cela nous apporte une garantie, une vraie garantie de l'efficacité et de la sécurité de ces médicaments et de ces vaccins en l'occurrence. Merci. Il y a M. Guidoni qui a levé la main. Oui, d'abord, je voulais vous remercier pour la qualité de vos propos. C'est vrai qu'on est confronté, comme ça a été souligné, à beaucoup d'incrédulité vis-à-vis de la vaccination. Donc, je pense que les uns et les autres, on utilise toute la palette des arguments que vous avez cités, à la fois scientifiques, à la fois de solidarité, à la fois d'immunité collective. Il y a un sujet sur lequel j'aurais voulu entendre éventuellement, grâce à vous, des arguments qui peuvent être utilisés, c'est sur les Covid longs. Oui. On en entend moins parler. Or, j'ai cru comprendre que les gens qui avaient eu le Covid et qui avaient des séquelles de cette infection durant de longs mois, est-ce qu'on a aujourd'hui un peu plus de données, de visibilité sur les troubles qui les affectent et sur la durée de ces troubles? C'est un sujet compliqué parce que probablement ce qu'on appelle Covid long, c'est un mélange de différentes situations. Certaines sont des séquelles, comme vous l'avez dit, du Covid. D'autres peuvent être à la poursuite d'un processus infectieux ou d'un processus immunologique déclenché par l'infection, mais aussi parfois des troubles plus de nature psychologique. Donc c'est compliqué et du coup la littérature scientifique n'est pas claire. Il y a des données qui vont un peu dans tous les sens. Donc c'est vraiment difficile. C'est pour ça que c'est aujourd'hui un sujet un peu difficile. Ce qu'on peut dire, on peut dire 2 choses quand même, c'est que la vaccination en amont prévient, en prévenant le Covid, on prévient le Covid long. Donc c'est quand même un avantage, quelle que soit la signification du Covid long. Et il y a même eu quelques données, enfin qui ne sont pas très très solides, que la vaccination de personnes qui ont eu un Covid long ont eu un effet bénéfique parfois sur le Covid long. Ce qui pourrait suggérer chez certaines personnes une persistance du virus. Ce que je dis là en dernier n'est pas extrêmement solide, hein, à prendre avec précaution. Mais en tous les cas, le fait que prévenir le Covid est aussi une façon de prévenir le Covid long, ça c'est solide. Merci. Donc, dans les mains levées, donc on est voilà, et on a un nouveau commentaire. Donc, sur Omicron, c'est important d'en parler. Ouais. Ah voilà, donc un commentaire sur Omicron et quoi attendre des nouveaux vaccins Est-ce qu'il faut attendre? Et surtout la question, est-ce qu'il ne faudrait pas attendre d'en savoir plus et d'éventuellement de vaccins adaptés à Omicron pour avoir le rappel? La réponse est clairement non, parce que tout le temps qu'on attend, on s'expose au variant Delta qui est toujours là. Alors il est plus fort en métropole que chez vous aujourd'hui, mais je n'exclus pas malheureusement qu'il puisse repartir aussi chez vous. Et il peut même être très 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 fort, et qu'aujourd'hui, la priorité absolue, c'est de se protéger contre Delta. D'autre part, même si on n'a pas encore des informations très solides, parce que ce variant n'a été décrit qu'il n'y a qu'une dizaine de jours, mais il y a des débuts d'arguments pour penser que la vaccination actuelle perdrait un peu d'efficacité, mais garderait une certaine efficacité contre le Omicron. Donc se vacciner aujourd'hui, c'est se protéger contre Delta, et c'est probablement se protéger un peu contre Omicron. Maintenant, si d'aventure, dans quelques mois, il s'avérait que c'était insuffisant, c'est là qu'il faudrait éventuellement développer des vaccins contre spécifiquement cette Omicron, mais c'est uniquement dans ce cas-là. Et attendre cela, c'est fou, parce que c'est une prise de risque importante, évidemment surtout pour les personnes les plus fragiles, mais pour tout le monde, c'est une prise de risque qui ne vaut vraiment pas la peine, alors que nous disposons, avec le Pfizer et le Moderna, de 2 vaccins tout à fait efficaces, je l'ai déjà dit, donc je ne vais pas me répéter, contre de Delta et très probablement partiellement contre Omicron.
Merci. Et il y avait encore une question de notre interne en santé publique sur comment promouvoir la vaccination dans un village où le virus n'a pas circulé. Le refus vaccinal reposerait en plus sur d'autres préoccupations sanitaires que le Covid. Sachant que, juste, je me permets de rebondir, qu'à ma connaissance, il n'y a pas beaucoup de villages en Guyane où le virus n'a pas circulé, mais je ne sais pas auquel vous pensez. Mais bon, en tout cas, imaginons que ce soit quelque chose qui soit peu visible, faute de cas nombreux. Voilà, comment convaincre? C'est ça la question, je pense. Je pense qu'il faut dire que si effectivement c'est le cas, je partage votre scepticisme, mais si c'est le cas, il faut dire que c'est pas parce qu'on n'a pas été atteint aujourd'hui qu'on ne sera pas demain. Et il peut y avoir un cluster explosif dans le village et avec des drames importants. Donc le fait de ne pas avoir rencontré, ne pas avoir été infecté à ce jour par le SARS-CoV-2, donc ne pas avoir déclaré de Covid, ne veut pas dire qu'on ne sera pas infecté demain. Et je répète en particulier que dans le contexte du variant Delta, qui est extrêmement contagieux, il est aussi contagieux que le virus de la varicelle, qui est bien connu, hein, que dans une famille, si un enfant a la varicelle, les autres attrapent aussi la varicelle. C'est ce même niveau-là de contagion. Donc tôt ou tard, ça arrivera. Donc il faut se protéger. Et si je peux ajouter un petit quelque chose, que j'ai assuré la coordination de la lutte contre le Covid pour les communes isolées de Guyane, où en effet au début de la vaccination, certains villages se sentaient peu concernés, faute d'avoir eu beaucoup de cas, ou en tout cas pas de cas graves. Et en fait, ce qui nous a aidé, c'est le temps. C'est-à-dire qu'il a fallu vraiment ne pas se décourager sur la communication et essayer de créer un lien de confiance. Et en fait, avec le temps, les messages ont fini par prendre, les leaders communautaires ont fini par être convaincus de l'intérêt de la vaccination et faire l'acte de la vaccination. Et à un moment, on a vu un basculement justement quand les leaders communautaires ont commencé à porter le message, la population, enfin en tout cas une partie de la population a suivi. Donc il faut aussi être un peu endurant, je pense, sur les questions de promotion de la santé. Alors on a une question sur l'accessibilité des vaccins à l'ensemble de la population mondiale et la question des brevets. Est-ce qu'il pourrait être levé pour faciliter cet accès? Alors, sa question est plus complexe que ça. La levée de brevets, ce n'est qu'un élément d'un dispositif beaucoup plus complexe. J'ai dit tout à l'heure, à peu près la moitié de la population mondiale a reçu un vaccin, ce qui n'est pas si mal en un an, hein. Mais c'est insuffisant. Et donc, cela pose d'autant de problèmes que cette distribution de vaccins est très inégale. Les pays d'Afrique ont eu très peu de vaccins, alors que l'Europe, par exemple, ou l'Amérique du Nord a beaucoup de vaccins. Ou la Chine aussi, d'ailleurs, beaucoup de vaccins. Donc cette inégalité, elle pose un problème éthique et un problème de santé en général. Éthique parce qu'on devrait pouvoir être en situation de proposer la même protection à tous les habitants de cette planète. Et sur un aspect pratique, tant qu'il persistera des lieux sur cette planète où il n'y a pas de protection, il y a un risque de voir émerger des variants. Plus le virus circule, plus il y a de risque de variants. C'est tout à fait simple à définir. Donc il faut faire tous les efforts possibles pour vacciner toute la planète. Mais ça implique beaucoup de choses. Ça implique de produire massivement des milliards de doses de vaccins. Ça implique de créer de nouvelles usines, de former des gens pour travailler dans ces usines. Ça implique d'avoir le matériel suffisant, les matières premières suffisantes. Et il y a un certain déficit même en choses assez simples comme du plastique, par exemple, et certains autres matériaux nécessaires à la production des vaccins. Et c'est vrai qu'il y a aussi les quelques restrictions liées au fait que les industriels protègent leurs vaccins. Et à titre personnel, moi je suis favorable à la levée, au moins dans le contexte du Covid, à la protection de ces brevets, de telle manière que les pays qui sont en mesure de développer par la même technologie des vaccins, on peut penser à l'Afrique du Sud, au Brésil, à l'Inde et peut-être à d'autres, puissent le faire. Mais il faut bien avoir conscience que même si demain les brevets étaient levés, comme ça a été d'ailleurs aussi proposé par Biden, par Macron, mais malheureusement pas par les Anglais, pas par les Allemands. Mais imaginons que demain la décision soit prise, ça sera pas par un coup de baguette, ça donnera pas un coup de baguette magique qui permettra dans les semaines suivantes de produire plus de vaccins. Ça permet de faire du transfert de technologie, former des gens, ouvrir des usines, mais ça prend des mois et des mois. Donc c'est un processus de longue haleine. Et même si on avait les vaccins, c'est toujours pas fini, parce qu'il faut aussi des vaccinateurs, il faut des chaînes du froid pour aller dans les pays pauvres, il faut des capacités de diagnostic
de suivi du virus dans ces pays. Donc c'est toute une série d'éléments. Enfin, on rejoint les problèmes connus de la santé publique dans les pays pauvres. Et ce sont des efforts colossaux qu'il faut mener et qui dépassent, même si ça inclut les droits sur les vaccins, ça les dépasse largement. Il faut avoir malheureusement conscience du fait que c'est plus compliqué. Je peux compléter la question en dehors de la levée des brevets de la production. Où en est-on du processus COVAX avec l'OMS, justement, pour l'accès aux vaccins dans ces pays qui sont laissés un peu à l'écart? COVAX est une institution qui dépend de l'OMS et qui est financée à la fois par des fonds publics de pays, la France y a contribué, la communauté européenne y a contribué, les États-Unis, etc., ainsi que de donateurs comme la Fondation Gates et d'autres. Je ne sais plus où ils en sont exactement. Enfin, ils ont distribué, ça avance, mais pas assez vite, quoi. Ils ont distribué quelques centaines de millions de doses, ce qui n'est pas tout à fait négligeable, mais c'est insuffisant. Mais c'est une action évidemment positive qu'il faut amplifier. Je m'excuse, mais je vais bientôt devoir vous quitter parce que j'ai un autre webinaire à 19h, heure de Paris, donc dans 3 minutes. Donc, si vous avez une dernière question, je peux encore y répondre, mais après, je vais devoir vous quitter. Non, mais je crois qu'on a fait le tour des questions du chat. On vous remercie beaucoup de vous être rendu disponible pour ces presque 2 heures d'échange, là, ou 1 heure, pardon. Et puis, peut-être on vous laisse dire un mot de conclusion, si vous le souhaitez. Et puis oui, bien sûr. Bah, écoutez, d'abord, je reste en faisant compte des agendas, bien sûr, mais je reste à votre disposition si vous jugez utile que nous ayons un autre échange de ce type. Je pense que l'enjeu est tellement important, cette vaccination est tellement critique pour sauver, je répète, mais je ne peux pas dire autre chose. Enfin, je suis médecin, donc comme vous, et vous êtes des soignants, donc vous savez ce que c'est. L'objectif, c'est de sauver des vies. Sauver des vies, on le fait en traitant des gens, c'est très bien, mais c'est encore mieux en prévenant les maladies. Et la vaccination, c'est quand même l'action en général, si on pense aux autres maladies infectieuses, qui sauve le plus de vies sur la planète. Et donc vraiment, l'action de vaccination contre le Covid, elle est absolument essentielle et elle est de notre responsabilité à nous soignants, où que nous soyons, de faire en sorte de la promouvoir pour sauver un maximum de vies et qu'au plus vite, on puisse contrôler cette épidémie. Très bien. Encore une fois, merci pour votre présence. Bon courage à vous. Merci bien. Bonsoir. Au revoir. Merci à tous. Du coup, on va clôturer ce webinaire et puis on reste bien sûr disponible si des questions n'ont pas été résolues pour essayer d'y apporter une réponse dans un autre cadre. Voilà, à bientôt.